les peuls font moins d'épisodes de paludisme que les non-peuls. C'est ce qu'on appelle la sensibilité différentielle au paludisme. La santé, c'est 50% du bonheur. Moi, quand quelqu'un vient me voir avec une hypertension, je ne lui conseille pas la médecine traditionnelle. Toutes les maladies peuvent être transmises par une dimension qui ne soit pas biomédicale. Pour provoquer la diarrhée, on travaille sur votre excrément. Parce que c'est pas concevable que au XXIe siècle, alors qu'il y a le vaccin, que les enfants continuent les femmes continuent de mourir du cancer du col de l'utérus. Bienvenue sur Dis-moi Angela, le meilleur endroit pour apprendre les bonnes pratiques de santé qui respectent la sociologie des pays africains. Bonjour, votre santé, c'est mon défi. Merci de m'accompagner à travers vos likes, à travers vos partages, mais surtout en vous abonnant à cette page YouTube. Et c'est parti pour ce nouveau numéro de À notre santé. Aujourd'hui, mon invité est un socio-anthropologue de la santé. Professeur Roch Rouirin a été également coordonnateur du programme national de la pharmacopée de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé du Bénin. Bonjour, professeur. Bonjour, Angela. Est-ce que j'ai cité tous les prénoms? Oui, c'est bon. Non, il y a certainement un prénom de chez nous que je n'ai pas cité. Curieusement, mon papa ne m'a pas donné un prénom national, endogène. Et là, moi j'ai rattrapé en donnant des prénoms de notre terroir à mes enfants. D'accord. Et là, je le regrette, c'est quelque chose que je ne dirais pas reproche que je lui fais, mais quelque chose que je lui dirais. Mais vous êtes un rock. Oui. Rock, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est pour dire que vous êtes invincible. Dans la fratrie, tous mes frères, toutes mes sœurs ont un prénom endogène. Et vous n'en avez pas. Pas compris pourquoi. Mais voilà. C'est pas bien grave. Prénom français. Et j'ai toujours... Mais je peux me rattraper parce qu'il paraît qu'on peut aussi... Oui, vous auriez pu. Moi, par exemple, Angela n'était pas sur mon acte de naissance. C'est en grandissant que j'ai... Je vais me rattraper, c'est pas encore tard. J'ai mis Angela sur mon acte de naissance. Je suis d'accord. D'accord. Alors, avant de continuer, j'aimerais que nous portions ensemble un toast. Vous allez m'aider. Trinquons à notre santé pour Dis-moi Angela. Merci beaucoup. Merci. Dans votre présentation tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez un socio-anthropologue de la santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Parce que par ici, nous, on ne comprend pas réellement ce que c'est. Oui, effectivement, ça fait 35 ans de métier de socio-anthropologue. Oh là là. Et cette discipline, ma discipline n'est pas bien connue parce que cela ne s'enseigne pas au collège. C'est une discipline purement universitaire. Donc, il faut avoir le bac avant de se familiariser lorsqu'on veut vraiment apprendre la sociologie ou l'anthropologie. C'est comme la psychologie. Alors qu'on a des disciplines enseignées au secondaire comme l'histoire, la géographie, la mathématique, la philo, la biologie, les langues, anglais, français, qui sont bien connus déjà dans le secondaire et que les gens maîtrisent. Et quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas fait la sociologie, qui n'a pas fait l'université, vous dites sociologue, il se dit, qu'est-ce que vous apprenez véritablement en sociologie? Mais quand vous dites que c'est histoire, tout le monde sait, voilà, l'histoire c'est les événements passés, etc. Donc c'est un diplôme universitaire qui n'est pas très connu. Très connu pour ceux qui n'ont pas fait des études assez longues ou bien qui n'ont pas côtoyé les sociologues, les anthropologues. En tout cas, merci de me donner l'occasion d'expliquer ce que c'est. Ça. Je vais simplement, pour ne pas entrer dans les théories, dire simplement que c'est la science qui essaie de comprendre les phénomènes, notamment du point de vue du comportement des individus, du point de vue de la façon dont les individus pensent. Donc, j'ai dit comportement du point de vue donc, de la façon dont les gens agissent, du point de vue de la façon dont ils pensent. En langage plus scientifique, on parle de perception sociale, la façon dont les gens pensent. Et en langage plus scientifique, on parle de pratique sociale, la façon dont les gens agissent. Je donne des exemples, il y en a des milliers. La vaccination simplement, parce que je travaille beaucoup sur cette thématique-là. Sur la vaccination. Et Covid, tout simplement. Le gouvernement a beaucoup investi dans la vaccination, sensibilisation,
Vous avez vu un peu, si vous suivez un peu l'histoire de la cause, l'histoire des vaccins. Si vous suivez un peu autour des années 2000, les États-Unis, les pays occidentaux avaient déjà sorti les premiers vaccins. Mais tellement c'était une épine de peur qu'ils ont conservé les vaccins pour eux-mêmes. Pour même 10 ans. Ou bien 10 fois leur population. Alors qu'en Afrique, donc l'OMS a dû se bagarrer pour que les pays africains aient les premiers vaccins. Au Bénin, on tournait autour de mars 2021, les tout premiers vaccins. Pourtant, malgré ces efforts du gouvernement, la population ne voulait pas se faire vacciner. Oui, les gens ne voulaient pas se vacciner. Les gens disent réticence, mais nous, en sociologie, on n'appelle pas ça réticence. On parle d'adhésion à la vaccination, qui est beaucoup plus souple. Acceptabilité de la vaccination. Donc, comment vous comprenez ça? Il n'y a que les socio-anthropologues qui puissent expliquer. Donc, notre science est compréhensible. On ne juge pas les populations, mais on va les voir pour dire pourquoi vous ne voulez pas vous faire vacciner? Qu'est-ce qui se passe à votre niveau? Par exemple, on peut ériger un hôpital quelque part et les gens ne vont pas y aller. Il y a tellement d'exemples. Par exemple, même les pompes. Oui. Les pompes, moi, je connais l'histoire au Bénin, dans la région de Zapota, où ils ont mis en place des pompes. La pompe amortisseur humaine pour l'eau potable. Tout le monde connaît les bienfaits de l'eau potable. Mais 5 ans après, les populations n'ont jamais utilisé. Pourquoi? Cette eau-là. Pourquoi ça, par exemple? Parce que, alors que les femmes allaient au marigot chercher de l'eau, faisaient 5 km, 3 km pour aller chercher de l'eau les matins. Donc, alors que la pompe est au village, et ça diminuait la route. Il y a gain de temps, gain d'argent, gain de santé. À tout point de vue, il y a gain, sauf un seul niveau. Le gain de communication entre les femmes. C'était la seule occasion pour elles de communiquer, d'échanger. Quand elles vont loin, elles ont la possibilité d'échanger entre les sociologues aillent sur le terrain parce que les ingénieurs comprenaient rien, les médecins comprenaient rien. Mais vous êtes bêtes, elles sont tarées. Nous n'avons pas cette approche-là. Donc, simplement, nous disons, allons écouter, vivre avec les gens, dormir avec eux, papoter avec eux. C'est ce qu'on appelle l'immersion. Donc, tous mes étudiants, tous mes assistants sont habitués à l'immersion. Donc, moi, je dois aller dans le milieu, je ne vais pas m'habiller comme ça. Je vais de façon à me fondre dans la masse. Je fais 2 mois, je vais comprendre tous les mécanismes qui sont en jeu autour de ce phénomène. Je peux vous ressortir 2 mois après. Voilà pourquoi les femmes ne veulent pas, parce que je vais les interroger, je vais observer. Voilà, nous avons nos stratégies, nos techniques pour comprendre ces phénomènes et ressortir les meilleures approches possibles pour la population. Moi, et comment est-ce que cette histoire-là de pompe s'est terminée? Voilà, donc nous, on a expliqué qu'il faut trouver une solution, régler ce problème de communication avec les femmes, forcément. Donc, il fallait déplacer ou pas? Il fallait déplacer ou il fallait... En tout cas, notre rôle n'est pas de... Nous avons expliqué, trouver les facteurs structurants, la faible utilisation de ce dispositif. Nous arrêtons là. C'est les acteurs politiques ou les acteurs institutionnels qui se chargent du reste. En fait, en vous posant la question, j'aimerais voir comment est-ce que vous servez en fait notre rôle, c'est la santé finalement. Oui, il y a plusieurs exemples. Je vous donne un autre exemple. Moi, les médecins m'ont appelé un jour, le professeur Winan, toi si vous voulez, parce qu'ils ont fait une enquête par rapport au diabète. Ils ont trouvé que il y a quelques années, au niveau national, le taux est de 2%, mais dans le département de Borgou, c'est de 4%. Ils ne savent pas pourquoi. Ils se sont dit, pour ça, aide-nous à voir pourquoi le double, pourquoi le Borgou s'illustre comme ça. Donc, moi, j'ai mis mon équipe en place, je suis allé à Parakou, une équipe. C'est pas à l'Ignam-Pilé? Voilà. Donc, au départ, on a pensé à des arguments génétiques, mais le Borgou n'est pas aussi homogène du point de vue de la population pour qu'on pense à une réplication d'état génétique. Donc, il n'y a que les arguments socio-anthropologiques qui sont en jeu. Donc, il fallait voir l'alimentation fondamentalement. Donc, nous avons pu étudier ce phénomène pour voir un peu comment l'Ignam-Pilé, le Bariba, l'Ignam-Pilé, c'est culturel, assez ancré. C'est 24 heures sur 24, c'est 365 sur 365 jours. Même si on voit manger de la pâte, c'est comme si vous n'êtes pas capable de nourrir votre famille. Vous êtes sous-homme. Donc, ça, c'est des éléments... Et finalement, comment on les aide à prévenir? Voilà. Donc, il faut avoir maintenant... Ça, c'est un second aspect de la question. Toute la stratégie de communication à mettre en place. Ça, nous aidons également à cela. Mais pour le moment, nous faisons un diagnostic de notre science et nous apportons des solutions. Il y en a 1000. Hein. Moi, on m'a appelé un jour à Tukuntuna, un peu dans le nord du pays. Parce qu'on a vu que les Peuls font moins d'épisodes de paludisme que les non-Peuls. C'est ce qu'on appelle la sensibilité différentielle au paludisme. Or, ces Peuls-là ne sont plus des Peuls nomades, c'est des Peuls sédentaires. Donc, on parle avec les autres, Tamari, etc. Donc, on parle de population sympathique. Donc, ils sont exposés
à la nature de la même façon. Mais pourquoi les Peuls font moins d'épisodes de paludisme que les non-Peuls? C'est curieux, effectivement. Là, au départ, ils ont présent des arguments génétiques, ils ont prélevé les Peuls, c'est un peu avec nos amis de l'autre côté, nos collègues de la France, ils ont prélevé les Peuls, ils ont prélevé les non-Peuls. Après, ils sont revenus voir, il n'y a aucun argument génétique en faveur de cette sensibilité différentielle. C'est cela que vous venez nous aider encore. Donc, moi, j'ai pris 2 villages non-Peuls, un étudiant qui a fait deux étudiants qui ont fait 2 ans, hein, dans la localité, 2 villages non-Peuls, 2 villages Peuls, ils ont circulé. Il faut comprendre la langue d'abord. Les facteurs de sélection de mes étudiants, ils ont séjourné avec les Peuls. Ils ont trouvé ils ont fait ce qu'on appelle en anthropologie une ethnographie fine du mode de vie des Peuls et des non-Peuls. Pour arriver à comprendre que les Peuls, même dans la vie sédentaire, ont conservé les façons de faire. J'ai dit, nous nous intéressons aux façons de faire, donc les pratiques sociales. Dans leur mode de vie sédentaire, ont importé les pratiques pour les onguents naturels, l'utilisation des plantes, insectifuges, insecticides, voilà, beaucoup de pratiques qu'il faut que de dehors, vous n'allez pas appréhender. Il faut vivre avec ça pour savoir qu'ils ont conservé ces pratiques-là et qu'il est prévenu sur du paludisme, des piqûres de moustiques et des maladies qui s'en suivent. Donc, ils utilisent des plantes répulsives. Des tisanes, on ne peut pas appeler tisanes, des décoctions pour se soigner, etc., rapidement, pour prévenir le paludisme, pour chasser les moustiques, etc. Plein de pratiques qu'ils ont conservées dans leur vie sédentaire. Et ça, il faut vraiment vivre avec ces personnes-là. Donc ça, c'est le rôle de l'anthropologue, ça. Le rôle du sociologue. Mais moi, je trouve que c'est passionnant, hein. C'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup. Les moustiquaires, ils n'en parlent même pas. Plein d'exemples, je suis dedans tous les jours. Et donc, la question de curiosité, l'autre question de curiosité, à mon avis, maintenant, c'est par rapport à votre choix personnel. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que vous avez choisi, justement, de faire de la socio-anthropologie appliquée à la santé? Oui, vous voyez comment c'est tellement passionnant. Tous les exemples que je donne, c'est des exemples de santé. Moi, je suis dedans depuis 30 ans. Le dernier travail que j'ai fait pour un partenaire qui a appelé le ministère de la Santé, c'est par rapport au vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Le Bénin a expérimenté ce vaccin-là dans les années 2000, mais suspendu par la COVID-19. Ils avaient fait des sites pilotes. Oui, je me rappelle très bien. Abomey-Calavi. Oui, c'est même la première dame qui a lancé ça au niveau de Abomey-Calavi. Voilà. J'y étais. Ça, c'était dans les années 96-2000. Ils ont expérimenté. Mais après, la COVID-19 a bouleversé tout. Donc, on veut réintroduire cela parce que c'est pas concevable que au XXIe siècle, alors qu'il y a le vaccin, que les femmes continuent de mourir du cancer du col de l'utérus. C'est le seul cancer dont on connaît effectivement la cause, le human papillomavirus. Voilà. Et donc, on a pu sélectionner un vaccin. Voilà, efficace. Donc, l'efficacité est connue, il n'y a pas de débat aux États-Unis, c'est utilisé en France, il faut se vacciner avant donc, la première activité sexuelle. Donc, c'est la fille de 9 à 13 ans, la cible. Ouais, donc, nous, on devrait aller faire une recherche et apporter au ministère, aux acteurs institutionnels, les éléments sur lesquels ils vont communiquer. Donc, on allait sur le terrain et surtout la cible. Ouais, c'est compliqué, la cible, parce que pour la cible infantile, les maladies du PEV, comme on les appelle, programme de vaccination, on sait que c'est des enfants de moins de 5 ans, dès que vous naissez, il y a un vaccin à 6 mois, il y a un vaccin. Ça, c'est connu. Les femmes sont habituées à ça, les problèmes sont habitués au vaccin infantile. Mais la cible, c'est pour ça que la COVID c'était difficile. Parce que la cible, spontanément, a changé. C'est les adultes. Il y en a avec le vaccin. Ou bien c'est les enfants. Maintenant, c'est les filles. À partir de 9. De 9 à 13 ans. On se dit, mais pourquoi seulement les filles? Pourquoi pas les garçons? Il y a tellement de perceptions, il n'y a pas de perception. Mais on a dit cancer du col de l'utérus. Oui, mais dans d'autres pays, non, dans d'autres pays, on vaccine aussi les hommes. Ah, d'accord. Oui, donc au Bénin, on a quand même retenu de vacciner que les filles. Mais il fallait trouver des mécanismes de communication. Comment faire en sorte de faire avec l'histoire Covid et la complexité, tout ce que nous avons eu comme faible acceptation de la vaccination, même dans le rang des soignants en Covid, là, vous savez, il y a des soignants qui jusqu'au ne sont pas vaccinés. Donc c'est complexe. Pourtant, quand on voit un peu tout l'amada, l'engagement public du gouvernement pour mettre en place les vaccins, pour mettre en place tout le mécanisme, et que des gens refusent de se faire vacciner, ça interpelle le sociologue, ça interpelle l'anthropologue. Heureusement que nous avons un gouvernement qui nous écoute, qui savent que les sociologues peuvent apporter. Je salue toutes les autorités du ministère de la Santé et leurs partenaires qui pensent que les sociologues peuvent apporter une autre façon de regarder les phénomènes. Mais je vous posais une question personnelle et vous n'avez pas échappé à ça. Pourquoi justement la santé?
Parce qu'on peut faire la socio-anthropologie appliquée à autre chose. Oui, vraiment, effectivement. Mais vous avez Parce choisi... que j'avais eu, on commence par se spécialiser en master. Donc, vous connaissez nous avons fait la maîtrise, ça n'existe plus. On parle de LMD, maintenant c'est la licence. C'est après la maîtrise qu'on se spécialise. Voilà, pour faire de l'environnement, pour faire de la santé, etc. Curieusement, moi, j'avais été avec ma maîtrise, j'étais devenu fonctionnaire et on m'avait affecté au ministère de la Santé. Donc, la passion pour les questions de santé est née par là. Voilà. Donc, moi, c'est mon cas, parce que j'étais déjà au ministère de la Santé avant de faire ma thèse, avant de faire ma spécialisation, etc. Donc, voilà. J'ai compris avec les médecins avec qui je collaborais depuis le COSA dans tous les départements. Donc, c'est pas un événement précis comme ça qui vous a amené. C'est le système où j'étais déjà dedans. Oui. Mais moi, aujourd'hui, maintenant, mes étudiants, avec beaucoup de patients, ils viennent faire la santé parce qu'il y a tellement de choses à comprendre dans ce secteur. Bon, je crois que partout aussi, hein, même dans l'environnement, les changements climatiques. Parce qu'effectivement, la santé, quand même, c'est à l'intersection de tout. Oui, la santé, bon, on le dit comme ça, n'a pas de prix, mais on constate finalement que ça n'a pas de prix seulement quand on est malade. C'est la première ressource, tout le monde sait ça. Oui, et quand on évalue le bonheur, la santé, c'est 50% du bonheur. C'est ça. Et les autres facteurs cumulés, 50 autres %. L'argent, la famille, etc. D'accord. Vous nous avez déjà donné plusieurs exemples des domaines dans lesquels vous intervenez. Mais quel est le domaine qui vous a marqué? Bon, je vais dire une recherche dont les conclusions vous ont vraiment marqué. Ça a été vraiment spectaculaire et que vous auriez voulu partager dans le domaine de la santé. Moi. Oui. Les vaccins. Oui, je suis devenu curieusement, peut-être pas une référence quand même nationale, internationale dans les vaccins, la dimension socio-anthropologique des vaccins pendant la COVID-19. C'est vrai qu'on m'a confié au niveau national et le ministère de la Santé, le gouvernement a eu l'ingéniosité pour la première fois en Afrique de concevoir ce qu'on appelle, de faire l'histoire à travers un document unique, la mémoire de la COVID-19. Ça n'existe jamais en Afrique. Malheureusement, le système de santé n'arrive pas à concevoir, parce qu'on voit des nouvelles épidémies. Quand vous êtes dans le système de santé en tant qu'épidémiologiste, en tant qu'anthropologue de la santé médicale, tout ce que vous voulez, on peut prévoir. On aura de nouvelles épidémies. Parce qu'on sait que les nouvelles épidémies, c'est des zoonoses, des maladies transmises par les animaux. Des maladies émergentes. On parle d'épidémies émergentes. On sait également qu'une épidémie en France aujourd'hui, en Chine aujourd'hui, demain on peut l'avoir au Bénin parce que les voyages, les déplacements des populations. Les déplacements des populations et les possibilités offertes aujourd'hui à travers l'avion, etc. Donc on n'est pas surpris. Ce soir, Air France va venir, va amener des Chinois au Bénin, va amener des Américains, d'autres vols aussi. Donc une épidémie là-bas. Rapidement peut se retrouver. Voilà. Donc nous savons, avec l'esprit, c'est que des épidémies, on en aura peut-être plus virulentes, dont on ne connaît pas le nom. Voilà, parce qu'il y a changement climatique, beaucoup de facteurs qui s'y mêlent. Donc au Bénin, au moins, ils ont eu l'ingéniosité, les autorités de recruter un sociologue pour écrire la mémoire de l'épidémie. Donc, quand on dit une épidémie, c'est beaucoup de secteurs. Au-delà de la communication sur laquelle nous avons travaillé, c'est les enterrements sécurisés, dignes, sécurisés. Vous avez vu un peu comment ça a été difficile pour les populations. Donc, j'ai fait un travail vraiment intéressant sur les enterrements, comment on a géré les enterrements à la dalle, les sites de prise en charge, les décès, comment on a pu gérer ça. Ouais, ça a été difficile pour la population. Il y a beaucoup parce de points que nous aimons nos morts. Et il faut toucher les morts, il faut manipuler les corps, il faut leur donner. S'approcher de ça et tout ça. C'est comme si on laissait nos parents partir comme ça. Moi, j'étais en Guinée. Et toi, même pendant l'épidémie d'Ebola. Ça, c'est en 2014, 2016. Moi, j'étais en Guinée, en mission en Guinée pour une structure internationale où on était dans un village. C'est pour vous montrer un peu comment l'OMS parle d'enterrement digne et sécurisé, mais nous, acteurs du système, ne sommes pas capables de savoir, d'appréhender ce concept d'enterrement digne et sécurisé. On était dans un village, un chef du village est décédé, l'histoire est documentée même sur Internet, où, quand on dit Ebola, c'est pas comme Covid, la létalité, elle est forte, près de plus de 60%. C'est pas Covid où nous avons une létalité de 3% ou de super vaccinés, donc c'est différent. Moi, j'ai été au Congo, en pleine épidémie, c'était très, très difficile. Voilà. Et j'ai porté, l'épi là, c'est pas facile. Je tremblais, j'avais peur. Voilà. Donc, ils sont la Croix-Rouge ramassait des morts, des cadavres, 100 cadavres par jour, dans les villages, ils faisaient le tout, mais ils étaient armés, les militaires les accompagnaient. Ils sont venus dans un village, ils ont pris le vieux. Et ils sont allés, et les populations leur ont barré la route.
avec des machettes contre des fusils. Ah. Ils se sont entretués. Et les militaires ont fui. Certains sont décédés des deux côtés. Ils ont ramené le vieux pour l'enterrer. Ça veut dire quoi? Les populations avaient plus peur d'un mauvais enterrement de ce patriarche, dont les conséquences iront à loin terme que de l'épidémie elle-même qui les tue. Et ça, nous, en tant qu'anthropologues, ne jugeons pas. Elles se comprennent bien, pas, elles sont bêtes. C'est pas ça. Il faut avoir du recul pour voir pourquoi. C'est le phénomène de l'ancestralisation. Bien documenté en anthropologie. Quand quelqu'un veut décéder, comment tout le rituel qui commence avant le décès et tout le rituel qui commence. Et ça permet de comprendre pourquoi quand les gens sont à l'hôpital, au Bénin, en Afrique, il y a plus de gardes malades, ce que vous appelez gardes malades. Nous n'appelons pas ça gardes malades, mais nous appelons ça accompagnants. Il y a plus de gardes malades que même de malades. Tout le monde veut aller à l'hôpital, assister. Même s'ils n'ont pas l'argent. Même si on dit, Bolin Semelel ou on sort l'ordonnance comme les médecins aiment le faire, les agents de santé aiment le faire, que personne ne réagit. Mais parce qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils sont au moins là pour accompagner. C'est très important pour nous autres Africains. Donc on devait même concevoir nos hôpitaux. On devait même concevoir nos hôpitaux dans cette perspective-là. Les salles d'observation à part, mais pour les accompagnants, ça doit être 4 fois plus grand, 5 fois plus grand. Pour permettre aux apprenants d'être dans les meilleures conditions, pour accompagner, pour assister vraiment. Quand on décède, tout le monde vient au village, non? Même ceux qui n'ont pas l'argent viennent au moins. Oui. Parce qu'ils veulent être en accord. Oui. L'enfant de 2 ans qui décède devient supérieur à nous tous. Oui. C'est ça, ce qu'on appelle l'ancestralisation, la façon de penser. Quand un corbillard passe, tout le monde se met debout normalement, on s'arrête. Même si c'est pour un enfant. Oui. Parce qu'il est capable d'intercéder positivement ou négativement pour nous dans l'au-delà. Donc c'est notre façon de penser la mort, notre façon de penser les décès. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever. Ouais, donc, voilà, donc l'anthropologie, je pense, c'est les façons de penser, de revenir sur les perceptions et qui guident nos pratiques. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu donc, voilà. Donc, ce au Bénin, conflit entre les forces de l'ordre. Parce qu'il voulait faire un bon enterrement. Oui. Ouais, au Bénin, quand on prend le milieu fond à Diatta, que je maîtrise relativement bien, surtout en milieu marqué dont je suis originaire, Archidjekpe, il y a tellement de différentes étapes jusqu'à ce qu'on dise, bon, il faut pilot. Ouais. Donc, pendant l'épidémie, on n'a pas respecté ça. Parce que l'épidémie est là, il y a une urgence, c'est vrai, médicale, mais également. Donc, les populations ont été meurtries. Ouais, donc, nous, notre rôle, c'est de voir un peu comment on peut concilier les normes biomédicales et les normes sociales. Parce que les populations, les normes sociales ne sont pas aussi rigides que ça. Ouais, il y a ce qu'on appelle les contre-normes, les contre-rites, les contre-valeurs. Ou par exemple, on dit sans voir le corps, on s'enterre nous-mêmes, ou bien on court au bémon, par exemple, on fait l'enterrement, non? Même sans faire un peu d'accord, on fait comme l'enterrement, on imagine, on sait que par l'igname qui ressemble un peu à l'homme, bien le tronc de bananier symbolise l'homme, donc on enterre le tronc de bananier et le dikior en teint, il est bureau, il dit oui, pourtant on n'a pas vu le corps. Vous voyez, les rites funéraires, que la femme meurt en couche, on ne l'enterre pas de la même façon, que c'est par incendie, c'est par accident de circulation. Selon les circonstances du décès, il y a des types d'enterrement spécifiques. Mais nous qui sommes en ville, là, on ne connaît pas tout ça, là. Je suis en train de découvrir. Sont là aussi, non? Par exemple, quand quelqu'un, par la foudre, quand on décède par la foudre, bon, soit on n'enterre pas ça, nos écoles, les spécialistes viennent prendre ça et on va sécher ça dans la brousse et ça se décède jusqu'à disparaître. Et donc, si je décède par exemple par accident, voilà. Je ne vais pas le faire comme ça. Hein. Donc, on va supposer. Comment est-ce qu'on voilà, donc, il y a des spécialistes, c'est des goussis, mais là, ils font les rituels nécessaires. Le goût, là, c'est quoi en français? C'est la divinité qui symbolise en fait, les éléments chauds. D'accord. Voilà, il faut aller dans la cosmogonie fond pour comprendre mieux les méandres de ces phénomènes-là. Il faut y croire vraiment. Donc, c'est la manière dont les gens pensent les décès et les morts qui a fait que, en fait, ils n'ont pas voulu. Voilà, ils ont renvoyé se sont sentis brutalisés. Oui. Au Bénin, les familles se sont senties brutalisées. Parce qu'effectivement, c'est quand même, on n'est pas là pour juger tel à tort, tel à raison. Le système de santé avait besoin de protéger la population parce que c'était un nouveau virus, on ne savait pas où il fallait mettre la tête. Il y a les vaccins, les gens refusaient de se faire vacciner, il y a les décès. Mais d'un autre côté, la population était meurtrie aussi. Il fallait faire coûte que les enterrements, il fallait au moins donner les derniers hommages, ainsi de suite. Il fallait rassembler la population. Quand quelqu'un décède, on rassemble d'abord la famille, on se fait une réunion familiale en épidémie.
le ministre de la Santé ne va pas vous attendre, vous allez vous réunir parce que, voilà. Donc, des deux côtés, tout le monde a raison, tout le monde a tort. Et donc, nous sommes là pour concilier les deux. Voilà comment vous pouvez faire pour mieux gérer les réticences. Moi, nous n'appelons pas réticence la faible acceptabilité des mesures de santé publique. Donc, tellement des gens qui rebellent. Donc, je vois un peu ce qui vous a... Enfin, c'était spectaculaire pour vous, puisque vous nous racontez ça. Et tout à l'heure, quand je vous présentais, j'ai bien parlé de votre... bon, je ne dirais pas aventure, mais vous avez été le coordonnateur, je crois, de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle au ministère de la Santé. Quels étaient les fondements de cette collaboration? Oui, lorsqu'on parle de médecine traditionnelle, il faut penser à trois choses. La première, c'est les acteurs. Au Bénin, nous avons un ratio d'un guérisseur pour 300 habitants, mais un ratio d'un médecin peut-être pour 10 000 habitants, je ne sais pas. Il faut me rapporter du ministère pour voir les chiffres réels. Ou une sage-femme peut-être pour 5 000 habitants ou quelque chose comme ça. Mais alors qu'un guérisseur... Pour 300 ou 400 habitants, donc ils sont disponibles. Donc, moi, je n'aime pas les dire qu'ils sont gynécologues, non, je n'aime pas faire les emprunts là. Oui. Ils font aussi la même chose. On a des guérisseurs. J'aime bien le mot guérisseur parce que certains vont les appeler praticiens. Il y a plusieurs appellations. Moi, j'aime bien guérisseur. Donc, il y en a qui jouent le rôle de pédiatre. La dame, il y a une fameuse dame là, très, très célèbre à Godomé, là, en face de l'église protestante, là, de l'autre côté, là, qui vend les plants. C'est une vraie pédiatre. Elle est décédée, mais je crois que les enfants ont pris le relais. C'est une très bonne chose. Vous allez toujours, au bord du goudron, là, dans la bretelle, là. Oui, on m'a déjà indiqué, mais une bonne pédiatre. Je n'y suis pas. Donc, il y en a comme ça. Parce que mes enfants sont déjà grands. Les des enfants. Donc, il y en a, c'est des accouchements difficiles, plein d'autres. Donc, ils ont des spécialités. Là, c'est les donc, acteurs, il faut voir, les acteurs. Donc, les guérisseurs. Ensuite, les pratiques. Les pratiques de divination, d'extraction de dents, les pratiques de gestion des fractures. Il y en a plein au Bénin, les chakras. En tout cas, comme au Bénin, par rapport aux pratiques au Bénin, nous avons une cartographie exhaustive des pratiques. Je sais qu'à Porto-Novo, Malawi, c'est les fractures. Je sais qu'à Boycon, par exemple, la Zakota, la dame qui traite les maladies mentales. Je sais qu'au nord, au-dessus de Djougou, Tiranga. Donc, on a une cartographie des acteurs. Ils se mettent dans le pays, des 11 000 guérisseurs. On sait ce qu'ils font. Il y a des généralistes, ils sont plus nombreux, des généralistes, mais il y a des spécialistes dans les villes. Ils se sont spécialisés dans les maladies que le maire s'appelle les maladies de la ville. Les maladies citadines, l'hypertension, le diabète, la civilisation, ils se sont spécialisés. Et non, les maladies du sang, comme le disent certains, ronzons-les. Donc ça, c'est les pratiques, ça. Maintenant, il y a les produits. La pharmacopée. Les produits de pharmacopée, les médicaments traditionnels, les remèdes, ils appellent la remède, tout ce que vous voulez. Mais il y a des produits contre différentes maladies, paludisme, contre l'hypertension, contre le diabète, contre les maladies de la peau. Voilà. Trois éléments là. Les acteurs, les pratiques et les produits. Il faut voir la médecine dans cette configuration exhaustive. Et enfin, il y a aussi peut-être, je ne mets même pas ça dans les trois éléments, mais les mécanismes de transmission du savoir. Ouais, les guérisseurs, c'est pour cela que le grand défaut des Africains, c'est qu'ils apprennent toujours la médecine avec l'œil de l'approche occidentalisée. Je ne dirais même pas l'œil de la science, parce que ce n'est même pas la science, tout est science. Mais ils apprennent ça avec l'œil, les lunettes de l'Occident. Et là, vous faussez complètement. Parce qu'on a été à l'école du blanc aussi. Oui, on a été à l'école du blanc, donc on a fait l'effort quand on a instruit. Et c'est ça le défaut des Africains. Les médecins... Et nous sommes dans un think-tank, aujourd'hui, maintenant, qui nous amène à réfléchir authentique. C'est pas facile. Avoir été structuré pendant 20 ans dans un même modèle, c'est pas facile de se départir de ce modèle et voir autrement les choses. Mais c'est pour ça que moi, je vous invite ici. On doit faire l'effort là, de se départir de ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer là-bas. Voilà. La méthode occidentale doit donner quand même une visibilité qui doit nous permettre d'adapter comment les critères de validation de nos savoirs. Là, c'est le grand enjeu, ça. Bon, malheureusement, aujourd'hui, ceux qui parlent au nom de la médecine traditionnelle, ce n'est pas les guérisseurs, c'est les pharmaciens, c'est les médecins rencontrés, c'est les anthropologues aussi, qui parlent au nom des guérisseurs, sans qu'on ne leur donne la possibilité eux-mêmes de parler. Quand vous allez, regardez, vous et moi, quand moi je fais la science occidentale, mais je n'apprends plus rien. Un médecin, un pharmacien, un anthropologue,
c'est plus difficile pour les médecins, surtout les médecins et les pharmaciens, c'est plus difficile. Quand ils te disent une maladie maintenant, tu vas sur Internet, mais tu vas tout. Tu te dis un médicament, tu tapes Google. Encore, l'IA maintenant, c'est tellement compliqué pour eux. Il faut, pas au Bénin seulement, partout d'expliquer les choses. Parce que les populations, ils ont déjà accès à l'information au même titre qu'eux. Il n'y a que dans ce domaine-là seul que rien n'est fait. Donc, nous devons tous même converger. Donc, moi, je n'apprends plus rien. Oui. Je n'apprends aujourd'hui qu'avec une dame du village, mon ami guérisseur. Quand il parle, je dors à les écouter. Mais je veux comprendre. Alors qu'ailleurs, j'ai tout vu. Je vais en France. J'ai quitté la France il y a à peine 2 jours. Il dit on connaît tout ça là. On se chamaille, théorie, voilà. D'accord. Mais là, rien n'est fait. Je sens que le professeur a beaucoup de choses à partager, mais on était en train d'expliquer quels étaient vos fondements, les fondements de la collaboration. Les méthodes de transmission du savoir. Regardez un peu les guérisseurs. Il y a tellement de méthodes de transmission du savoir. C'est de père en fils. Donc, voilà. Et aujourd'hui, c'est même difficile pour eux parce que trouver des descendants pour les suicider. Moi, je connais le vieux de ça, mon ami, la Pagor. 112 ans, il est vivant. Je l'appelle sur mon téléphone, je dis, patron! Il regarde ma voix, il marche encore. Je dis, mais, quel est ce secret-là? Comment il a fait? Il faut que vous ayez l'interview avant qu'il ne décède. Parce que moi, là, je veux partir à 100. Parce qu'il va mourir un jour. On aurait perdu cette ressource à 112 ans. Aujourd'hui, il est vivant, il mange bien, il marche encore, il voit bien. Ça va. On va faire le programme, on ira ensemble. Donc ça, heureusement que lui, il a au moins des enfants qui apprennent le phare, qui apprennent tout ça. Mais il y en a qui ne le trouvent pas. Donc la transmission de père en fils, il y a rupture avec les églises, les religions qui perturbent les villages. Vous savez, non, il y a plus d'églises dans les villages que de centres de santé ou d'écoles. On va revenir au ministère de la Santé pour nous expliquer comment ça s'est passé là-bas. Voilà, donc c'est la transmission. Mais deuxièmement, c'est aussi par l'achat. Aujourd'hui, maintenant, quand vous êtes vous voulez acheter un remède, le guérisseur, il vous traite bien. Je veux comprendre. Il dit, bon, non, mais 200 000. Tu lui donnes 200 000, il te donne le remède. La recette, il te donne, voilà. On fait ça aussi par achat, mais également par échange. Il s'échange à toi, tu me donnes tel, et moi, je te donne tel autre. Ok. Ou bien aussi, on fait ça par, Donc, quand vous étiez coordonnateur, ce sont ces choses-là que vous avez gérées. Et voilà. Vous avez parlé des acteurs, de la pratique, de la transmission, c'est ça? Voilà, des produits, des remèdes. Et les remèdes. C'est de ça que vous vous êtes occupé, c'est de ce que vous vouliez dire. Exactement. Parce que c'était ça ma question dès le départ. Voilà. Tous ces aspects-là me passionnaient pendant une dizaine d'années. Est-ce que il ne vous est pas arrivé de vous enliser parce que là, vous m'avez déjà tout dit. Hein? Je suis initié à tout. Vous ne pouvez pas gérer un tel programme sans les aimer véritablement. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est que là que vous avez des sources d'inspiration. Est-ce que, comme on est avec un socio-anthropologue, moi, je vais comprendre pourquoi, pour les Béninois, dès qu'ils sont malades, le premier réflexe, c'est d'aller faire une consultation. Bon, moi, je parle d'occultisme. Hein, je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'appelez. On va pas parler d'occultisme. Pourquoi le premier réflexe, c'est d'aller vers le phare, d'aller consulter le phare. Donc, je vais comprendre bien sûr votre terminologie occultisme là. Nous sommes des paresseux en Afrique. Quand l'Africain n'est pas, je ne veux pas dire les Occidentaux, ils sont peut-être dans une autre dimension. Mais nous, Africains, quand nous évoquons occultisme, parascience, nous sommes des paresseux parce que nous ne sommes pas capables d'aller comprendre comment ça fonctionne, ce système-là. Comme nous ne voulons même pas aller voir, comprendre, c'est occulte, il y a tout occulte, c'est ce qu'on ne comprend pas. Et quand vous allez dedans, vous comprenez, il y a quand même une logique. J'invite tout le monde. Les cadres qui n'y vont pas, c'est un gâchis pour l'Afrique. C'est un gâchis, parce qu'il faut y aller, avant même d'apprécier, de juger, il faut même aller dedans, non, pour comprendre. Et pouvoir faire la part des choses. Donc, dehors, vous ne pouvez pas apprécier. Donc, il faut y aller. Donc, la question, c'était... C'était de savoir, puisque vous êtes socio-anthropologue, pourquoi les Béninois, quand ils sont malades... Voilà, très bien, revenons à votre question là. Le premier réflexe, c'est d'aller d'abord, pour voir la dimension sorcellaire où il y a l'envoûtement du mal. Parce que, comme vous le savez, toutes les maladies peuvent être transmises par une dimension qui ne soit pas biomédicale. C'est vrai, c'est vrai. Et vous croyez?
C'est pas que je crois, je vis ça tous les jours avec les sachants là. Donc même le cancer, on peut vous envoyer ça, l'hypertension. Ils sont là, hein, c'est nos amis, non? Ils comprennent pas à fond. Je vais vous les appeler. Si vous voulez 50 demain ici, un coup de fil, ils vont venir à 100. Ils comprennent même pas à fond. Ils sont mal, parce qu'il y a 2 niveaux de guérisseurs, voilà. J'aime bien appeler ça. Il y a ceux qui sont à Cotonou. Et on les a conditionnés. On a dit, par exemple, qu'on veut la phytothérapie. La plante, on ne veut pas l'autre dimension. Alors que le type incarne les deux. Donc, quand c'est ça, vous voulez, non? Il vient avec les plantes. Il montre que c'est les plantes avec les propriétés chimiques qu'on veut analyser, les substances actives, et ainsi de suite. Bon, voilà. Nous, on veut être cartésien, non, parce que c'est ça qu'on nous a appris. Cartésien à l'occidental. Mais cartésien, c'est de voir aussi l'autre dimension. C'est que ça appauvrit la médecine traditionnelle. C'est une complexité. Quand voilà, un biologiste va vouloir tirer une partie de la médecine traditionnelle, le pharmacologue va tirer une partie, le médecin va tirer une partie, le pharmacien va tirer une partie. Bon, l'anthropologue va tirer l'anthropologue, non, lui ne tire pas une partie, il tire tout. C'est complet. Parce qu'il comprend ça. Donc, quand finalement, on déchiquette la médecine traditionnelle, on perd l'essence. On perd à comprendre ça, à complexer ça, sa dimension holistique. Et ça, c'est dommage pour l'Afrique. J'ai participé à toutes les réunions en Afrique. Donc, il faut forcément, quand on est malade, aller comprendre l'autre dimension, avant de savoir ce qu'on va faire. Voilà. C'est ça. Et les populations sont claires là-dessus. Il y a ce que le médecin peut traiter, il y a ce que le guérisseur peut traiter. Donc, les matins, moi, je ne suis jamais surpris, j'encourage même ça. Le matin, vous allez à l'hôpital, le soir, allez chez le guérisseur. Combiner les deux. Voilà. Et c'est ça. On a voulu séparer ça, mais on n'est jamais arrivé à leur dire que c'est différent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Elle y a le matin chez le médecin, ou l'infirmier, le soir, elle est chez le guérisseur, ou à la prière aussi. Parce que, oui, la prière aussi a une dimension. C'est le niveau de satisfaction complémentaire. Puisque vous êtes socio-anthropologue, est-ce que vous êtes arrivé à comprendre pourquoi les Béninois font comme ça? Est-ce que c'est parce que... Une croyance absolue au fait qu'on peut, la maladie peut être provoquée. Corps, esprit et puis âme, on dit ce non. qui est intéressant aussi, à comprendre chez les Africains, malgré leur religion révélée, malgré leur cartésianisme, ils pensent qu'on peut provoquer une maladie. C'est ça qui est intéressant. Et du point de vue, certains ont peur d'aller chez les guérisseurs. Nous, là, à son et l'OMI, mais ils ont peur parce qu'ils n'ont pas trouvé des personnes ressources pour les y accompagner. Parce qu'effectivement, c'est aussi un domaine assez glissant. Hein. Les marabouts, pas les marabouts, les charlatans, c'est même le mot, ça pas marabout, charlatans. Les charlatans existent beaucoup aujourd'hui, surtout en ville. Se positionnent pour vous racketter, pour prendre de l'argent dans le système. Donc, les gens veulent aller chez le guérisseur, consulter un guérisseur, mais ils disent, si j'y vais, on va m'escroquer, si j'y vais, on va je sais pas ce qui m'attend là-bas. Mais quand ils tombent sur des gens comme nous, voilà, nous on les conseille les meilleurs, les bons, et on suit de très près ce qui se passe. Voilà, donc c'est ça, les Béninois, donc croient à ça. Donc il faut d'abord, ils pensent toujours que, nous, à son, ils leur donnent mieux à agir. Et de ce point de vue, ils veulent consulter, voir clair dedans, ou certains vont à la prière. On va pas aller sur les religions aujourd'hui. Bon, donc ça d'abord, et avant de venir à l'hôpital. Ou parfois quand ils viennent à l'hôpital, et qu'ils voient que la guérison tarde à venir, même les médecins, les infirmiers vont dire, ouais, à son tuer là, mais mon point à main. Donc, même les médecins, parfois, les infirmiers, les sages-femmes leur disent, voilà, va vérifier si c'est naturel. Moi, j'ai une toute autre idée. C'est vrai que moi, je n'ai pas fait de recherche, mais quand, par exemple, je voulais passer mon mémoire pour mon diplôme de communication pour la santé, j'ai compris que quand on va, par exemple, chez un guérisseur, il prend le temps, en fait, de prendre l'être dans son c'est ça, hein, dans toute sa dimension. Absolument. Et moi, j'ai toujours cru que c'est vraiment à cause de ça que les Béninois, et les Africains de façon générale ont d'abord tendance à aller là-bas, parce que dès que vous allez voir un sachant qui vous écoute correctement sans vous faire l'interrogatoire que les médecins vous font, et demande si à la maison ça va, cherche à comprendre comment c'est un facteur très important au fait. La dimension holistique de la médecine traditionnelle. Voilà. Qui prend en compte votre histoire même passée, ainsi de suite. Et quand on consulte le phare, on vous dira tout extraordinaire. Est-ce que c'est pas à cause de ça, surtout que les Africains de façon générale c'est un facteur très important. Oui, c'est un facteur très important qui font qu'ils savent sur toutes les médecines. Mais ils savent aussi les limites de la médecine traditionnelle. Je ne dis pas que tout est parfait là, tout est bon, ils guérissent tout. Non. Moi, quand quelqu'un vient me voir avec une hypertension, je ne lui conseille pas la médecine traditionnelle. Avec un diabète, je ne lui conseille pas la médecine traditionnelle.
Il faut mieux aller chez le médecin. Mais vous venez de dire que toutes les maladies, on peut vous passer ça dans le dispensaire. Je lui dis d'abord, bon, d'accord, on va bien qu'en faire mon bois. On apprend aussi, il y a des bons amis, tradis praticiens, ils vont dire. On va interroger le FAC. D'accord. Alors, maintenant, est-ce qu'il vous est arrivé de tomber dans une situation où la médecine conventionnelle a tout fait et ça n'a pas marché, il a fallu que la médecine traditionnelle africaine... C'est trivial, non? Même dans les fractures. Dites-moi, racontez-moi. Moi, je connais même des médecins, honnêtement, surtout ceux qui sont en milieu périphérique, qui n'ont pas le plan technique. La fracture, ils confirment ça aux guérisseurs. Parce qu'ils savent que la consolidation du membre est plus facile là-bas, plus rapide. Et même quand c'est une articulation, les fractures ouvertes, ils font pas ça. Les fractures fermées, ils confient ça carrément au guérisseur parce que le membre se consolide plus vite. Et le monsieur est encore dans sa communauté. Donc vous allez à Tiranga, à Djougou, que je visite souvent. Le monsieur a près de 2 malades d'origine traumatique dans le village. 200 malades. 200 malades. Et moi, sincèrement, j'ai une anecdote, j'ai une expérience en la matière. Moi, une année là, en 2018, j'avais fait, on va dire, ils appellent ça en médecine conventionnelle, une névralgie cervico-brachiale. Bon, c'est des douleurs ici, c'est une lombalgie, mais qui est beaucoup plus grave que la lombalgie. C'était très difficile pour moi. J'arrivais même pas à me lever parce qu'il y a un muscle ici qui me faisait terriblement mal. Donc, il a fallu une guérisseuse, on peut le dire comme ça, non? Oui, bien sûr. Pour prendre la salive d'un bébé qui a un bon coup, des trucs comme ça, et elle venait me masser ça tous les matins. Et je sais pas, j'avais jamais cru en des choses comme ça, mais c'est comme ça que j'ai retrouvé l'usage de mes membres et que je me suis relevée. Et ça, c'est que moi je soupçonne vraiment quelque chose de fondamental en médecine qu'on n'a pas étudié, qu'on n'a pas encore le temps, même moi que je n'ai pas encore le temps d'aller, de me rapprocher, j'ai des amis, de me rapprocher pour comprendre comment ça fonctionne. Je soupçonne vraiment l'énergie. Parce que moi je ne comprends pas, hein. Parfois il leur arrive, sans même aller vers la personne, de casser la patte d'un poulet. Voilà. Et franchement, de maintenant, je crois faire des pansements à cette patte-là, mais ça réagit là-bas. Et nous autres qui avons été à l'école de blanc, nous allons forcément dire que moi j'ai vu beaucoup de gens, même si c'est de la magie. On ne traite pas une fracture, le membre va se consolider, on banalise un peu ces pratiques-là. Comment est-ce que ça Alors peut se faire? Alors qu'on a besoin d'aller chez eux pour voir comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, l'étudier de façon posée, prendre des photos et ainsi de suite. Oui, mais quand on a étudié pendant 11 ans, 12 ans dans un même système qui vous a dit que A plus B, bon, non pas A plus B, 1 plus 1 égale à 2. Non, la capacité, on a étudié ça aussi pour avoir la capacité de faire la rupture. Pour avoir la capacité de faire la rupture, savoir que d'autres réalités existent et que maintenant, comme j'ai maîtrisé ce côté, avec cette science-là, je peux aller aussi voir, la curiosité voudrait que je vois ce que mes propres parents ont inventé comme science. Ça, c'est également de la science. Mais nous ne sommes pas capables de l'expliquer. Et paresseusement, nous appelons ça parascience ou bien occultisme. Voilà. Alors, il y a un autre problème, c'est que pour ne pas conseiller les tisanes, la pharmacopée africaine traditionnelle à leurs malades, les médecins, bon, je vais dire les alliés de Hippocrate, de la médecine conventionnelle, non, vont prétester la dose, les conflits entre les plantes, et surtout parfois ils disent que un même médicament guérit on va aller on commence par le dernier là. Oui. Vous savez, c'est toujours regarder l'autre avec l'œil de l'autre. La médecine moderne, c'est la molécule purifiée. On va chercher jusqu'à isoler la molécule qui a une activité précieuse, une activité antihypertensive, une activité antidiabétique, une activité anticancéreuse. La molécule. Alors que la plante, c'est des milliers de molécules avec plusieurs activités. Et le remède du guérisseur, c'est plusieurs plantes. Vous imaginez autant d'activités. Moi, je
j'envoyais les guérisseurs dans les laboratoires au niveau de la place. C'est même le technicien de laboratoire ou bien le chef de l'unité qui dit, ah, mais je vois que ton produit là a d'autres propriétés qui peuvent... Alors que lui, il est parti pour le paludisme. C'est là où on lui dit que non, je vois que avec ces propriétés, ça peut aussi traiter l'hypertension. C'est même au laboratoire qu'on découvre ça. Parce que c'est des plantes. Beaucoup de plantes. Ce n'est pas la molle. Donc, ouais, un peu comment on fait la mauvaise appréhension des questions. Oui, mais parfois, il y a un conflit entre les plantes. Il y a des plantes qu'on ne mélange pas. La plante peut traiter en même temps le palu, traiter en même temps l'hypertension, traiter en même temps une douleur articulaire. Voilà, parce que c'est plusieurs propriétés avec plusieurs actions différentes. Mais également, les effets délétères. Oui, voilà. Voilà pourquoi les guérisseurs, c'est pas l'expérience qu'ils font, qu'ils administrent les produits. Par expérience. Donc, ils en ont 20 ans d'expérience. Par expérience et par observation. Par observation. Donc, ils maîtrisent ça. Ils savent que telle plante vénéneuse, vous allez voir, le guérisseur va l'utiliser, mais ça n'aura pas l'effet que le chercheur pense. Parce qu'il il y a une plante qu'il a ajoutée, qui a neutralisé la dimension, tout ce qui est la dimension nocive de la plante. Et ça peut se boire, ou bien c'est à chaud qu'il boit ça réduit, c'est à froid. Lui, il administre comme ça. Mais a priori, on va dire que cette plante-là est toxique. Mais la manière de l'utiliser que le guérisseur maîtrise depuis 20 ans, 30 ans, c'est quand il a été ses parents, fait que la nocivité, la toxicité n'est plus connue. Donc, ils ont l'expérience. Et quand il s'agit de la dose, c'est... La dose, voilà. Ouais, c'est à volonté, non. Parce que la substance active n'est pas aussi concentrée dedans. Mais alors, nous, quand il y a diurétique, voilà, en même temps, en faisant, en urinant, ainsi de suite. Donc, parce que, d'accord. C'est pas concentré. C'est pas concentré comme comme en médecine moderne autres. ou dites moderne, même, je vais appeler pas moderne, dites moderne, où c'est concentré, vous prenez 2 doses, vous pouvez mourir de ça, ainsi de suite, vous pouvez avoir des effets secondaires. Ici, c'est pas aussi concentré. Donc, c'est avec parce que en médecine conventionnelle, on dit que la dose, c'est ça qui est le poison. Et aucun guérisseur ne va vous dire de prendre ça à vie. Ils ont toujours une manière d'exprimer la dose à 100 ans, non, et là, les trop ils disent ça toujours, non. Allez chez un guérisseur, va vous dire, bon, prenez la bassine, la buvez comme si c'est de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fera pour mon professeur? Vous ne les écoutez pas et vous dites qu'il n'y a pas de dose. Quand vous êtes malade, vous allez chez le guérisseur d'abord et puis après, c'est ça? Curieusement, je suis rarement malade. Quand c'est le paludisme, bon, pas moi-même, d'autres personnes, ma famille, tout ça là, je dis à l'hôpital, tout le monde connaît les médicaments antipaludismes efficaces existent. En milieu urbain, et à l'hôpital, on a développé les CTA, les combinaisons à base thérapeutique qui sont très efficaces. Ça, il n'y a pas de débat. Donc, vous préférez ça? Pour le paludisme. Chez vous, on ne prend pas la tisane le matin, mais sinon... Non, quotidien, on est loin du village. Non, on est loin du village et les plantes disparaissent. À côté maintenant où je suis, à Calavi, où est-ce qu'on va trouver quinqueliba encore à consommer comme avant? Donc, c'est difficile. Et aussi, un autre phénomène qui guette la vie. Non, on parlait d'abord de vous. Non, je ne prends pas ça parce que je n'ai pas accès aux plantes. Parce que, avec notre entretien, je comprends que vous avez la tête tournée vers la médecine traditionnelle. Non, les deux. Je vous ai dit que je fais la part des choses. Quand vous avez l'hypertension, je ne dis pas chez le guérisseur. Donc, je me dis, quand on me dit, j'ai l'hypertension, est-ce que je connais un guérisseur qui peut traiter l'hypertension? Je dis non, pardon. Il va avoir un spécialiste. D'accord. Donc, il faut être capable de comprendre. Donc, votre réflexe, quand les gens sont malades à côté de vous, je vais dire vos enfants, c'est pas forcément le non, pas du tout. La plante n'existe même pas à côté. Il faut aller à la clinique, là, en 2 jours, le palu est traité, mais si vous allez dépenser 50 000 francs, donc, mais carrément, on a d'autres palus de médecine, donc il faut aller d'abord chercher. Non, il faut aller à l'hôpital ce soir. D'accord. 3 jours après, tu es guéri. Si ça ne va pas, on fait les analyses, on trouve les hématies, on continue les analyses, on traite, non, ça marche. Donc, il y a un phénomène que vous vouliez dénoncer. Quand je vous parlais justement de ce que vous avez pris l'habitude de faire, on a parlé du quinqueliba qui n'existe plus. Oui, voilà, le phénomène, c'est les pesticides. D'accord. Les pesticides aujourd'hui, c'est pour ça que les plantes ne sont plus efficaces. Comme avant. Ouais, comme avant. Parce que, donc, les guérisseurs, heureusement, le ministère de la Santé, je passe sous le contrôle du ministre, ils ont fait la promotion des jardins botaniques, comme ils disent, des jardins de plantes médicinales dans les communes, pour au moins ressourcer les plantes, parce que les pesticides ont dominé partout. Vous avez un petit champ, vous demandez à un villageois, viens me sacrer ça, il va mettre des pesticides là-dessus, les herbicides. Donc, comment les plantes qui ont l'efficacité avant ont perdu l'efficacité? Nous, on a fait un grand travail sur les pesticides, tout ce que nous mangeons comme laitue, carottes en milieu urbain, c'est truffé de pesticides.
truffées de... Donc, les plantes subissent la même chose. Donc, les plantes sont plus efficaces parce que envahies par les pesticides. Ouais. Mais aujourd'hui, au cours de notre entretien, on a constaté que les Béninois, c'est une croyance, et on va dire l'Afrique tout entière, c'est une croyance que d'aller d'abord vers le guérisseur avant d'aller à l'hôpital pour consulter les amis de Hippocrate de la médecine conventionnelle. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être pas penser autrement la médecine traditionnelle africaine? On a l'impression que même si tous les peuples ont toujours eu leur façon de faire face aux maladies, aujourd'hui, la médecine conventionnelle a tendance à prendre le pas sur toutes ces médecines, surtout sur la médecine africaine traditionnelle. Oui, c'est une question de civilisation. Les autres, hein. Mais derrière la médecine moderne, il y a toute une philosophie, non? Il y a tout un investissement. Il y a tout un travail que les autres font pour sauvegarder leur civilisation. C'est une question de civilisation aussi. Quand vous regardez un peu les financements des partenaires, combien investit dans la médecine nationale? Personne. Aucun partenaire. Donc, c'est une question de souveraineté nationale, cet investissement. Alors, pourtant, ils investissent dans le vaccin qui est importé de l'extérieur, la musique qui est importée de l'extérieur, les médicaments qui sont importés de l'extérieur. Toute la politique est importée de l'extérieur. Mais pas la médecine. C'est de bonnes guerres. Ils ne sont pas là pour promouvoir nos valeurs endogènes. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, pour faire la promotion de la médecine traditionnelle, il faut que les États africains mettent en place des think tanks, des gens, des comités d'experts, des gens qui ne sont pas dans l'événementiel. Parce que le ministre, il est surchargé. Aujourd'hui, maintenant, on va dire qu'il y a choléra ici, au ministre de la Santé. Demain, c'est épidémie de tel accident de circulation. Donc, ils n'ont pas le temps de s'asseoir. Et même les conseils techniques, forcément, dans nos pays, ne sont pas dans cette dynamique-là ils sont aussi dans l'événementiel. Mais il faut des gens qui sont pas dans l'événementiel, des experts multidisciplinaires qui s'asseyent, qui font tempo, qui réfléchissent à froid, qui mettent des avis à froid pour orienter, pour guider nos dirigeants. Et moi, j'ai pris part tellement de comités de gens, j'en parle avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'aisance, parce que nous avons su comment nous avons conseillé les autorités. Il peut ne pas utiliser nos avis, mais nous disons ce que nous pensons en tant qu'experts. Ce n'est pas public non plus, c'est pour lui. Et on a vu comment ça influence beaucoup sa décision. Parce qu'il y a d'autres enjeux, il y a des enjeux économiques. Et l'expert que vous êtes, il faut peut-être mettre ça en avant aujourd'hui ou pas? Oui, puisqu'on est sollicité partout aujourd'hui pour contribuer aux réflexions, aussi bien nationales qu'internationales. Donc ça, je souhaite que les autorités mettent en place des groupes, que à tous les domaines, pas dans le domaine de la santé seulement, ou la médecine traditionnelle. Et donc, par rapport à la médecine, qu'on réfléchisse à comment valider ce savoir-là. Quels sont les critères de validation du savoir? Vous voyez, regardez par exemple, voilà, l'excrément humain. Pour provoquer la diarrhée, on travaille sur votre excrément. Pour arrêter la diarrhée, on travaille sur votre excrément. Comment la médecine occidentale peut comprendre une telle approche? Non, nous avons besoin de retourner en arrière, d'associer les guérisseurs. Ça, c'est notre rôle. C'est pour ça que nous avons été formés, de trouver les mécanismes d'explication, les mécanismes de validation de ce savoir. Qu'est-ce qu'il y a en jeu là? Moi, je fais des hypothèses fortes, de l'énergie. L'Africain maîtrise quelque chose que l'Occident ne peut jamais maîtriser. Et c'est là qu'il faut aller voir pour voir comment on peut... La science, ce n'est qu'un consensus. Trouver un consensus autour de ces savoirs-là. Ça, c'est le premier élément. Il est modélisé. Il est modélisé. Faire la philosophie. On n'a jamais fait la philosophie de la médecine traditionnelle. Or, c'est le fondement de tout. On parle d'Hippocrate, mais est-ce qu'on n'a jamais trouvé un guérisseur qu'on a validé, valorisé aujourd'hui pourtant, ils sont là, ils sont en train de mourir tous les jours. Oui. Il y en avait qui avaient même trouvé des solutions au VIH-Sida. Bon. On les a tués. Non, on ne les a pas tués. Je n'ai pas dit ça. Il y en a tués là. Non, il faut qu'on ait, je n'ai pas la preuve. Bon, on reprend. Il y en a qui avaient trouvé des vaccins. Je ne sais pas s'ils ont trouvé. Bon, des médicaments pour le VIH-Sida, mais qui n'ont pas été reconnus ou qui ont été combattus. Voilà, il y a ça aussi. On n'a même pas cherché à voir est-ce qu'ils ont raison ou pas. Tous on dit, bon, un Africain, lui, la villageois, là, il peut trouver vraiment. Même Covid, on a eu ça. Hein. Est-ce que lui, Covid, il y a eu beaucoup de... Voilà, bon, bref, je ne vais pas aller dans un autre débat, on ne va pas aller dans ça aujourd'hui. Donc, il faut vraiment former aussi les médecins, les pharmaciens, la médecine traditionnelle. Vous savez, par exemple, l'oignon a l'habitude d'absorber les microbes et les virus. Donc, vous vous rappelez, quand il y avait Covid,
Il y en avait qui disaient d'utiliser l'oignon pour absorber. Tout ce qui est piquant aussi. Et puis les gens refusaient. Mais ça, c'était pas dénué de sens. De sens. Bien sûr. Quand on y voit un peu plus clair, quand on y réfléchit, on se rend compte que il y a un fondement. Voilà, les objets piquants. Oui, voilà. Oui. Donc, on gagnerait, comme vous êtes en train de le dire, voilà. à les comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Et les acteurs sont là pour nous accompagner, les guérisseurs. Ils doivent être au centre des discussions. Les think tanks là, les comités doivent aller vers eux et dormir avec eux. Et c'est notre boulot de conceptualiser à partir de la réalité d'observation, conceptualiser leur réalité pour en faire des modèles. Ouais. On fait des modèles. On a besoin de ça. Ça, c'est la recherche, ça. Mais deuxièmement, c'est qu'il faut légiférer. Vous avez dans d'autres pays de législation forte en faveur de la médecine traditionnelle. Ouais, quelques lois que vous et moi, nous restons dans nos laboratoires, dans les ateliers, on fabrique. Là, maintenant, avant de parler d'un produit, il faut aller voir la HAC sur les antennes. Voilà. C'est déjà il faut légiférer, il faut une loi forte. Et ce gouvernement-là, je crois que le prochain qu'on aura va s'intéresser à ça. Moi, je souhaite ça. Ouais, aujourd'hui, vous avez vu comment ils ont légiféré sur les violences basées sur le genre. C'est une question de volonté politique. Et aujourd'hui, maintenant, ça se passe très bien pour les femmes. Valoriser les femmes, lutter contre voilà, tout ce qui est violence commise à raison du sexe des personnes. Vous voyez, ça, c'est un engagement politique et ça marche dans le pays. Voilà, avec les institutions, l'INF qui a été mise en place, etc. Donc, quand un gouvernement, il y a l'engagement politique, veut vraiment développer la médecine traditionnelle, ils savent comment, l'autorité politique sait comment procéder. C'est les institutions, c'est des tests de loi, etc. C'est des acteurs qu'on met devant et qui font le travail. Et on fait le bilan 5 ans après. Aujourd'hui, depuis 2001, où le gouvernement ne commence pas vraiment à travailler sur les violences basées sur les gens, aujourd'hui, on peut faire un bilan positif. Et dans 5 ans, le bilan va être élogieux par rapport aux droits des femmes, aux droits de la fille. Donc, c'est un grand politique. Moi, je souhaite de tout mon corps. Je tremble même pour que cela vienne, pour que on ait en 2026 un gouvernement qui s'engage vraiment pour la promotion de cette médecine. Nous sommes prêts à l'accompagner. C'est notre boulot. Nous avons été formés pour ça, nous avons l'expérience pour ça, que nous vendons partout. Moi, je suis à l'Institut Pasteur à Paris, dans le comité dit le seul Africain, le seul Noir. Je m'assois là, c'est les Américains, et ainsi de suite. Voilà. Je suis honorée, donc c'est pas n'importe qui que moi j'ai sur mon plateau aujourd'hui, je suis trop contente. Donc je vous ai vu et par ailleurs à l'OAS, bon, voilà. On va dire la sœur de l'OMS. Voilà, comme expert. OAS, c'est l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé. Vous étiez à la 2e conférence internationale sur la fièvre Lassa à Abidjan et je sais qu'on a discuté de ces choses-là. Comment est-ce que la médecine traditionnelle africaine on essaie de travailler pour qu'elle remonte la pente. Quelles sont les conclusions? Oui, effectivement, c'est un nouveau départ. Parce qu'au niveau de l'Ouest, ils ont ce qu'on appelle un programme de médecine traditionnelle qui a été mis en place à l'Ouest. À l'Ouest, qui a, ces 4 dernières années, le programme a beaucoup chuté. Donc, ils ont recruté une de nos compatriotes, Madame Mbado Icha, pour revivifier la médecine traditionnelle. C'est tout un concours, tout un test qu'ils font. Bon, donc, elle a voulu remonter la pente, remettre les choses à plat. Donc, elle a invité des experts pour réfléchir avec elle comment mettre en place un nouveau programme de la médecine traditionnelle où au niveau des pays, on peut avoir des programmes de médecine traditionnelle structurés. On peut avoir une politique nationale. Comment on peut faire le plaidoyer pour qu'une loi, on légifère réellement sur la médecine dans les pays, que les programmes soient dotés des ressources humaines et matérielles nécessaires, financières nécessaires pour la promotion de la médecine traditionnelle. Donc, voilà, il y a beaucoup d'autres, les jardins de médecine qu'on fasse la promotion sur les pays. Je pense que c'est déjà une très bonne... Bien organisé comme le Bénin, puis d'autres pays moins organisés comme, voilà, la CEDEAO toujours. Voilà, donc c'était les grosses résolutions de cette rencontre internationale. Et je pense que c'est déjà une très bonne idée de vouloir faire ce maillage-là pour les populations, puisqu'on vient de constater que leur premier réflexe, c'est évidemment de se tourner vers la médecine traditionnelle africaine. Absolument. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot? Parce que nous sommes en train de vœu pieux, c'est qu'on est quand même très prochainement au Bénin, des dirigeants qui pensent vraiment à cette médecine-là. Qui pensent vraiment à sa promotion. Qu'est-ce qu'un peu... On a déjà quand même la tendance aujourd'hui, vous avez les éléments culturels. Moi, j'ai été nommé président du conseil scientifique de l'agence de sauvegarde de la culture à Diatado. Diatado, c'est le plus grand au Bénin, du Cotonou, Porto-Novo, Ouida, jusqu'à la limite du Savalo, etc.
donc président du conseil scientifique. Donc, il y a quand même une volonté de promouvoir la culture locale. Donc, j'imagine que, j'ai espoir que les prochaines années, on va relancer cela. C'est intéressant. La médecine traditionnelle qui fait partie de la culture. C'est un grand pan de la culture et qu'on va s'engager dans la même voie afin qu'il y ait véritablement un programme sur la médecine traditionnelle qui ait vraiment des engagements politiques de plus haut niveau en faveur de cette médecine-là. En tout cas, moi, mon vœu le plus cher, effectivement, c'est que cette médecine gagne du terrain et que l'autre ne prenne pas forcément le pas sur la nôtre. On a tenté, non, vous rappelez, on a tenté de faire, on dit, ils ont un terme là, quand on intègre, intégration, la vie dans le système de santé, le fameux mot intégration depuis 1960. On n'a jamais eu l'intégration, on a tenté au Bénin, on a mis les guérisons, on travaille dans les hôpitaux à Porto, un peu partout pour dire. 6 mois après, ils sont tous sortis. Nous avons une science aussi qu'il faut valoriser de plus en plus. Et c'est comme quand on ne connaît pas ses origines, on a du mal à évoluer. C'est un gâchis, hein, ce qui se passe là. On est obligé normalement. C'est un secteur potentiellement riche, mais peu exploité. C'est ça. Très riche, mais peu exploité. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous recevoir ici. Comment est-ce que vous vous êtes senti? Ça va? Oui, ça va. Confortable. D'accord. Vous avez envie de dire quelque chose à ma communauté? Oui, vous remercier pour m'avoir invité. En fait, nous sommes là pour ça, hein, partager nos expériences, échanger autour de ce que nous faisons dans ce pays à l'extérieur. Ça par rapport aux jeunes générations. Donc, je salue tous ceux qui nous écoutent. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis prêt à revenir pour d'autres faits de société. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ça a été vraiment un plaisir de partager ces informations avec vous. Merci d'être resté avec nous. Merci. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée et abonnez-vous en cliquant sur la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Merci. Merci.